Serge Joncourt, après Nature humaine, prix Femina 2020, vous nous proposez Chaleur humaine. Alexandre est un paysan du Lot, il vit avec ses parents. Tout près de la ferme se trouvent 3 éoliennes qu'Alexandre a baptisées Caroline, Agathe et Vanessa, les prénoms de ses 3 sœurs, avec qui il est en froid depuis une bonne quinzaine d'années, à cause des éoliennes précisément. Oui, c'est vrai. Bonjour tout d'abord. Les éoliennes ont un rôle important. Oui, c'est les 3 sœurs. Et elles figurent là tant qu'elles ne sont pas revenues, parce que c'était un peu le projet de ce roman, c'est de faire revenir tout le monde. On parle toujours d'exode rural, mais moi je voulais faire une sorte de science-fiction, c'est-à-dire les faire tous revenir. Mais je ne savais pas comment. J'ai passé du temps à trouver le déclic. Et en 2020, il s'est passé un truc, je ne sais pas si vous vous souvenez, une sorte de mouvement de fond, en France, mais pas qu'en France, un peu partout, où d'un seul coup, on s'est remis à reconsidérer le verre, les arbres. Donc petit à petit, j'ai fait revenir comme ça tous mes personnages. J'ai reconstitué cette famille, alors qu'ils sont tous fâchés, mais ça c'est souvent le cas. Enfin, moi je l'ai observé un peu chez moi. Enfin, rassurez-vous, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais il se trouve qu'on se fâche facilement chez les Joncourt. Oui. Et que les occasions de se retrouver, c'est les mariages, les baptêmes ou les enterrements. Mais bon. Et puis le Covid m'a sauvé. Enfin, pardon. En tout cas, cette forme de surgissement dans nos vies, ce temps qui s'arrête, c'est quelque chose que parfois on y rêve pour un week-end, une semaine, mais 1 mois et demi, ça semblait inimaginable. Donc de fait, c'est un roman de science-fiction qui parle de ça, de cette famille qui se retrouve, et dans cet univers, cette campagne qu'ils ont oubliée, eux, parce qu'ils sont partis en ville. Donc quand on est en ville, ça n'existe plus de savoir à quel moment sort le lilas. Alors que là-bas, dans la famille, chez Alexandre, quand le lilas commence à sortir, ça veut dire qu'il faut planter les pommes de terre. Ouais. Seulement le lilas, qu'est-ce que vous voulez? D'année en année, il sort de plus en plus tôt. On ne sait pas pourquoi. Mais on s'adapte. On sait un peu quand même. Oui, enfin, on sait un peu. Mais... Ouais. Et ça aussi, je voulais parler de ça, de cette façon dont nos vies sont remodelées par le contexte climatique, disons le mot, quoi. Et c'est sensible, évidemment, en ville. Là, vous savez, j'ai vu dans les salons derrière, il y a une dizaine de climatiseurs de secours, au cas où. Bon, ceci marche très bien. Il fonctionne, c'est bon. Ouais. Vous le sentez bien. Il fait frais, là. Ouais. Bon, mais à la campagne, on pourrait se dire qu'ils sont à l'abri de ça, mais pas du tout. Ça reconfigure complètement leur vie, leur existence, à tel point que les vaches qu'on avait l'habitude, si vous voulez, de mettre à l'abri en décembre, janvier, novembre, parce qu'il faisait froid. Ben maintenant, on les met à l'abri, en tout cas dans le Lot, en juillet et août, parce qu'il fait trop chaud et qu'il n'y a plus d'herbe. Enfin bon, tout ça, ce changement climatique, je n'ai pas envie de théoriser là-dessus, simplement je le montre à l'œuvre et la façon dont d'une certaine façon, on s'y adapte, quoi. Alors, je ne voudrais pas qu'on pense que c'est un roman sur le Covid, même s'il joue un rôle dans la mécanique. Il fallait bien qu'il y ait le Covid pour qu'on rassemble cette famille. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que le fait d'en parler, en tout cas moi, quand j'ai lu le roman, je me suis dit mais qu'est-ce qu'on a oublié, tout ce qui nous est arrivé. Et j'ai un peu l'impression que ce roman aussi est écrit pour qu'on n'oublie pas trop. Alors moi, j'écris pour faire vivre des personnages. C'est pour ça que ce roman, il est débordant de vie, finalement. Il y a les sœurs, le frère, vous l'aurez compris, les grands-parents, les parents, les animaux, beaucoup. J'ai eu beaucoup d'animaux moi, dans mes romans, un peu dans ma vie. Bon, allez savoir pourquoi. Mais c'est vrai que cette période-là, quand même, janvier, février, mars 2020, j'avais envie aussi de nous replonger là-dedans. Parce que, de la même façon que j'écrivais UV en 2003, année de la canicule, sans le faire exprès, j'avais envie et Nature humaine juste avant, pour parler de la canicule de 76, la catastrophe de Tchernobyl, de la vache folle, enfin toutes ces choses-là, ces épreuves qu'on vit et puis qu'on oublie aussitôt, sous l'effet de la résilience, ce mot magique, cette invention sublime. Mais la résilience ne doit pas aller de pair avec l'oubli, et simplement ça devient cocasse et encore une fois presque
fictionnel, science-fictionnel, de considérer qu'à un moment, on a regardé un Premier ministre barbu noir, enfin La barbe en tout cas, nous dire que peut-être qu'il faudrait aller au bistrot, mais pas après minuit, et puis 2 jours après nous dire qu'il ne fallait plus aller au bistrot, et puis plus à l'école, et au fur et à mesure qu'il nous annonçait des choses comme ça invraisemblables, sa barbe elle-même devenait blanche, comme si ça marquait une sorte d'hésitation, un yin-yang existentiel. Sauf que lui, il ne s'est pas arrêté au déconfinement. Hein. Qui ça, ah oui, vous voulez dire. C'est plus blanc, là, il n'y a plus rien. Oui, on appelle ça un Covid long. Enfin, oui. Alors, on a parlé d'Alexandre et de ses 3 sœurs. Il y a un autre personnage qui est un très beau personnage de ce roman, c'est Constance, qui est la compagne d'Alexandre, qui ne vit pas avec Alexandre. Elle est dans une espèce de sanctuaire de la nature. Pour moi, Constance, c'est le symbole de la prise de conscience qu'il faut se dépêcher de sauver tout ça. Alors, Constance, c'est une militante écologique qui a parcouru le monde à ces époques où le monde associatif, enfin, on partait dans l'humanitaire. Voilà. Et pour ça, on allait très loin. Et avant de se rendre compte petit à petit que l'humanitaire, il fallait peut-être aussi un peu le gérer ici. Et il se trouve qu'elle a récupéré, comme ça, quelques centaines d'hectares de forêt qui avaient été balayées pendant la tempête de 99, qu'on a complètement oublié aussi. Bon, ben ça me permet de la faire revivre parce qu'elle a eu pour 3 fois rien cette réserve naturelle, on appelle ça une réserve biologique protégée, qui est une sorte de sanctuaire comme ça, de forêt où l'humain n'intervient pas, ne va pas. Et elle d'une certaine façon, elle le dirige comme un laboratoire de recherche. Et là viennent des entomologistes, enfin des tas de scientifiques qui font des études sur la façon dont la nature s'organise en fonction des nouveaux paramètres météorologiques. Voilà. Donc elle vit dans cette forêt totalement seule. Et c'est le personnage le plus apaisé dans tout ça. Et qui finalement va traverser toute cette histoire presque en survol, quoi. Alors que les autres tout autour s'agitent, parce que c'est ça aussi cette ferme. Je l'ai mise au fin fond du Lot. J'aurais pu la mettre aussi au fin fond de la Nièvre, où sont mes parents, et d'où j'arrive là. C'est vrai qu'il se passe pas grand-chose et de moins en moins. Je ne sais pas si vous voyez le... Bon, ben d'un seul coup, ils reviennent tous, là, ses sœurs, ses frères, ça s'engueule, ça s'agite. Et il n'y a jamais eu autant d'agitation que depuis leur enfance, quoi. Alors, il y a une bonne raison à l'agitation, c'est qu'il y a un autre personnage qui s'appelle Angelo, qui est l'employé de ferme, qui va introduire dans cette famille 3 chiots de provenance un tout petit peu douteuse. Et ces 3 chiots vont complètement modifier l'équilibre et la dynamique de la famille. Ben oui, ça c'est vraiment une sorte de surgissement. Alors il y a des gros animaux, il y a des vaches, il y a des sangliers, des blaireaux, enfin bon, tout ça. Et ça me permet aussi parce que cette hantise du virus qui se balade, enfin il est lié. Il est presque omniprésent quand on est éleveur, quoi. C'est une sorte de disposition naturelle de penser à la quarantaine. Et bien avant le Covid. Hein. Et bien avant le Covid, surtout qu'il y a des reprises épidémiques foudroyantes de grippe aviaire, de tuberculose bovine, d'entérite, enfin bon, des tas de choses comme ça. Ce n'est pas un livre scientifique, je vous rassure, hein, loin de là. Mais par contre, ces 3 petits chiots, j'avais aussi envie de montrer à quel point ça peut... Le fait d'avoir des... Alors en général, on prend un chien. Mais le fait d'un coup d'en avoir 3 comme ça bouscule complètement leur vie. Et c'est ces 3 chiots qui vont faire que ces grands-là se reparlent, se fédèrent, tout en créant un suspense, parce que pendant le confinement, les chiots, quelle que soit la nature de ces bêtes, ont triplé de valeur. Oui, ben oui, parce qu'en ville, ils voulaient un chien pour gagner une demi-heure sur l'heure de sortie. Je parle de ceux qui ne voulaient pas se remettre à fumer pour sortir à la fenêtre. Parce que, oui. Enfin bon, ne regardez pas comme ça. Non, mais j'imagine que vous n'avez pas arrêté. Non. Ouais. Le chien, vous avez essayé? Non. Le chiot non plus. Bon, on en reparlera après. Et ces 3 chiots-là, ben, c'est des boules de vie, quoi. Et ça, c'est quelque chose de... Bon, ça vient d'une expérience personnelle. Bon, voilà, hein, sur des bichons blancs, qui sont des animaux totalement domestiqués, on pourrait dire... presque citadins, mais moi j'en ai eu à la campagne, et là ça devient assez saisissant, parce qu'ils ne sont pas faits pour ça. Bon, enfin bref. On pourrait dire, c'est d'ailleurs pour ça que vous noterez que sur la couverture, il y a un chien. Oui. Un chien qui regarde dehors, qui semble attendre. Le roman s'appelle Chaleur humaine. Ce qui m'a frappé, une fois que je l'ai eu terminé, je me suis dit, mais sans les animaux, il n'y aurait pas eu Chaleur humaine.
Et je ne parle pas que des chiots, je parle des vaches, je parle de tous les animaux qu'on croise dans ce roman. Oui, mais les animaux, enfin, je ne sais pas, enfin, de mon point de vue, ils structurent un peu nos vies. Alors, je ne sais pas combien il y a plus de 20 millions de Français qui ont un animal domestique. Hein. Bon, ça, c'est une certitude. Mais de fait qu'on en est à la campagne et éleveur, et qu'on est environné. Là, vous voyez, le grand sujet de préoccupation ce week-end, c'était où sont les hirondelles? Il n'y en a plus. Alors, ma mère, qui a parfois un peu tendance à répéter les choses, il faut lui trouver une explication. Où sont ces hirondelles? Et j'en ai trouvé. Où alors? Ben, si vous voulez, il y a qu'un voisin qui n'ouvre plus ses granges, puisqu'il n'y a plus de bêtes. Donc les granges étant fermées, les hirondelles ne vont plus faire des nids. Donc elles vont ailleurs, ou alors elles restent, ou alors, compte tenu du réchauffement climatique, elles se disent finalement, on est aussi bien en Afrique ou en Andalousie. Qu'est-ce qu'on va s'en kikiner à traverser la France? En plus, il y a des bouchons tout le temps. Les trains, c'est pas trop sûr. Bon. Donc elles restent sur place, on ne sait pas bien. Enfin, de là naît la fiction, quoi. Il n'empêche qu'elles ne sont plus là. Bon, tout ça, et si vous voulez, ça se passe en ce moment autour de nous, quoi. Et ce livre, il est fait du monde dans lequel on vit. Alors peut-être un mot pour conclure, parce qu'effectivement, le monde dans lequel on vit et qui est autour de nous, il n'est pas très réjouissant en ce moment. Pourtant, j'ai trouvé que le roman finissait sur une note presque optimiste. Si on se bouge, il y a moyen de lutter. On peut peut-être encore s'en sortir. Pas encore. Après, savoir si le monde a été un jour totalement réjouissant, je ne suis pas sûr, non. Je ne suis pas totalement sûr. Mais voilà, c'est de ce dialogue-là avec l'adversité qu'on se grandit. Et à tout le moins, on fait des romans. En tout cas, celui-là. Eh bien, surtout, ne vous arrêtez pas. Chaleur humaine, c'est le titre de votre roman. Merci beaucoup, Serge Joncourt. Merci à vous. Merci beaucoup.